Bonjour à tous, bienvenue sur Ecstasy Stories. Aimez et abonnez-vous à notre chaîne pour découvrir d'autres histoires intéressantes. Plongeons-nous dans l'histoire. Déborah a grandi avec un cœur rempli de rêves, mais les mains vides d'amour. Après la mort tragique de ses parents dans un accident alors qu'elle n'avait que 10 ans, elle fut envoyée vivre chez Sandra, la sœur cadette de sa mère, qui vivait dans un quartier surpeuplé de la ville où les toits étaient recouverts de tôles et les rues inondées dès qu'il pleuvait. La vie avec Sandra ne ressemblait en rien à ce que Déborah avait espéré. Dès son arrivée devant le portail délabré, valise à la main, le froncement de sourcils de Sandra avait été son premier signe de bienvenue. On a vite compris à Déborah qu'elle n'était pas considérée comme un membre de la famille, qu'elle était un fardeau, un cas de charité. On lui a attribué la plus petite chambre de la maison, un placard étouffant avec un lit de camp grinçant, et on lui a dit qu'elle devrait gagner sa vie en aidant aux tâches ménagères. Malgré la froideur, Déborah est restée polie, travailleuse et a gardé l'espoir qu'un jour la vie lui sourirait à nouveau. Sandra avait une fille prénommée Elena, tout le contraire de Déborah. Elena était fière, vaniteuse et habituée à l'affection de sa mère. Chaque décision de Sandra visait à assurer le confort et l'épanouissement d'Elena. Déborah, quant à elle, était devenue la fille invisible, celle qui lavait, frottait, cuisinait et disparaissait dans l'ombre, tandis qu'Elena était présentée comme le trésor de la famille. Malgré l'injustice, Déborah ne laissa jamais l'amertume s'installer en elle. Elle trouvait de petites joies, comme lire de vieux livres abandonnés dans le quartier ou s'asseoir tranquillement le soir sous les étoiles, murmurant ses rêves au ciel. Tout ce qu'elle a toujours désiré, c'était une vie simple, pleine de paix, d'amour et de dignité. Mais chez Sandra, même ses rêves simples lui semblaient lointains, presque insensés. Au fil des ans, Déborah devint une jeune femme d'une beauté discrète. Elle avait de doux yeux bruns qui semblaient toujours en quête de bonté chez les autres, une voix douce et bienveillante dans chaque mot, et une grâce qui transparaissait même à travers les vêtements d'occasion qu'elle portait. Pourtant, sa beauté passait inaperçue chez elle. Sandra, obsédée par les apparences, ne pouvait percevoir la beauté inestimable de l'âme de Déborah. Au lieu de cela, elle dépensait chaque centime qu'elle pouvait pour s'assurer qu'Elena porte les plus beaux vêtements, les bijoux les plus éclatants et les gadgets les plus récents. Les voisins secouaient souvent la tête en voyant Déborah nettoyer le porche avec des chiffons tandis qu'Elena passait, claquant ses talons au sang même un merci. Mais Déborah restait silencieuse, sa foi inébranlable, son âme intacte. D'une certaine manière, elle croyait que la vie ne l'avait pas complètement oubliée. Même en endurant les mauvais traitements, Déborah s'accrochait fermement aux leçons que ses parents lui avaient enseignées, être bonne même lorsque le monde était cruel, pardonner même quand le cœur lui faisait mal, et attendre patiemment les bénédictions qui viendraient sûrement. Elle ne savait jamais quand ni comment sa réussite surviendrait. Parfois, la nuit, quand Elena se moquait d'elle, la jugeant pauvre et indésirable, Déborah s'asseyait près de la petite fenêtre de son dressing, serrant ses genoux contre sa poitrine et priant pour un avenir qu'elle ne pouvait pas encore entrevoir. Elle ignorait que ses prières étaient déjà entendues. Le destin lui préparait quelque chose d'extraordinaire, une histoire qui, un jour, ébranlerait les fondements même de la vie qu'il avait traitée si injustement. Sandra n'a jamais caché son ressentiment envers Déborah, il était clair comme de l'eau de roche. Pour elle, Déborah était un rappel quotidien de la vertu de sa défunte sœur, une vertu que Sandra n'avait ni possédée ni admirée. Dans son esprit, garder Déborah sous son toit était une obligation à laquelle elle aurait aimé pouvoir échapper. Elle fit donc ce que font souvent les gens bornés, elle transforma son ressentiment en cruauté. Déborah devint la femme de ménage, le souffre-douleur de chaque petite frustration que Sandra rencontrait. Si le petit déjeuner d'Elena n'était pas parfait, c'était la faute de Déborah. Si les voisins faisaient une remarque désobligeante sur le comportement d'Elena, c'était la présence de Déborah qui ternissait leur réputation. Même lorsque Sandra brûlait sa propre cuisine ou égarait ses bijoux, elle blâmait Déborah, la punissant par des corvées supplémentaires ou, pire, la privant de repas. Ce n'était pas seulement le travail physique qui épuisait Déborah, c'étaient les blessures émotionnelles que Sandra lui infligeait. On ne l'appelait jamais par son nom, Sandra l'appelait plutôt « cette chose » ou « le chat errant que nous avions ramassé dans la rue ». Lors des réunions de famille, si Elena était présentée avec une fierté exagérée, Déborah était ignorée, souvent chargée de servir les boissons ou de faire le ménage pendant que les invités chuchotaient entre eux. Avec le temps, Déborah a appris à ne rien attendre, pas de fête d'anniversaire, pas de mots gentils, pas de câlins. Dans une maison pleine de bruit et de couleurs, elle vivait comme un fantôme. Ses seuls compagnons étaient la solitude et l'espoir tenace que le lendemain serait différent. Elena, suivant l'exemple de sa mère, devint encore plus vicieuse.
Là où Sandra blessait Déborah par ses mots, Elena utilisait le rire et la moquerie comme des couteaux. Chaque petite déchirure dans la robe de Déborah, chaque égratignure sur ses sandales usées devenait pour Elena un motif de fou rire cruel, invitant souvent ses amis à se joindre à ce sport. Si un jeune homme lançait un regard appréciateur à Déborah au marché, Elena intervenait rapidement, l'avertissant que Déborah était maudite ou mentalement instable. Et pourtant, Déborah gardait le silence. Non pas par faiblesse, mais parce qu'elle comprenait que répondre ne ferait qu'alimenter leur cruauté. Elle avait choisi de se battre à sa manière, en survivant, en gardant son cœur tendre quand il voulait l'endurcir, et en rêvant en silence quand il voulait la briser. Malgré tout cela, Déborah se tenait digne. Elle se levait avant le lever du soleil pour nettoyer la maison, préparer les repas et raccommoder les vêtements. Elle étudiait tard le soir en utilisant des livres empruntés, convaincue que la connaissance était un moyen de s'élever au-dessus de sa situation. Elle traitait Sandra et Elena avec un respect qu'elle ne méritait pas, car elle croyait au bien, quel que soit le comportement des autres. Dans sa souffrance silencieuse, elle avait développé une force intérieure invisible, une force qui, un jour, étonnerait même ceux qui la jugeaient inutile. Le jour où Elena a obtenu son poste fut annoncé comme le couronnement d'une princesse. Sandra courait d'une maison à l'autre, la voix pleine de fierté, en parlant du nouveau poste de sa fille. « Ma fille est maintenant une femme de la classe ouvrière », répétait-elle, s'assurant que tout le monde dans un rayon de 8 km était au courant des dernières nouvelles. Le poste était dans une entreprise de logistique réputée de la ville, et bien qu'Elena n'occupât qu'un poste administratif de base, Sandra continuait comme si elle avait été nommée PDG. Ce matin-là, elle repassa elle-même les vêtements d'Elena, cira ses chaussures et proposa même de l'accompagner au bureau, mais Elena refusa. La tête haute, un sac de créateur à l'épaule, Elena sortit comme un mannequin sur un podium, lançant un regard noir à Déborah en sortant, comme pour lui dire « Regardez-moi ». Déborah, comme toujours, sourit faiblement et lui souhaita bonne chance, mais ne reçut qu'un silence. Pour Elena, ce travail était plus qu'un simple emploi, c'était un moyen de s'affranchir des gens ordinaires qu'elle détestait, et elle comptait bien s'en servir pour devenir la mondaine qu'elle croyait être née pour être. En quelques semaines, elle avait commencé à utiliser son salaire, pourtant modeste, pour s'acheter des vêtements tape à accent grave-l'œil, des faux ongles, de nouvelles perruques et des gadgets superflus. Dès qu'elle sortait de chez elle, son parfum flottait dans l'air comme une proclamation. Elle commença à parler différemment, formant des phrases soignées, même si elles échouaient souvent de façon hilarante. Elle méprisait les gens de son quartier et parlait constamment de sa classe sociale, affirmant qu'elle ne s'abaisserait jamais au niveau de ses inférieurs. Elle marchait comme une reine, parlait comme une chef et se comportait comme si le monde était son tapis rouge. Sandra, emportée par l'euphorie du succès perçu de sa fille, devint encore plus insupportable envers Déborah. « Regarde ton compagnon, disait-elle. Regarde comme Elena me rend fière, et toi, tu passes ton temps ici à gaspiller de l'espace. Pas de travail, pas d'argent, rien à offrir. » Déborah baissait la tête et continuait ses tâches, essayant de ne pas laisser ses mots transpercer son âme déjà douloureuse. Pourtant, au fond d'elle-même, elle aurait aimé avoir la même chance, celle de travailler, de gagner sa vie et de voler de ses propres ailes. Mais chaque fois qu'elle suggérait de postuler à un emploi, Sandra se moquait de lui et lui rappelait qu'elle n'avait pas le droit de ternir l'image de la famille en demandant du travail. « Reste où tu appartiens », sifflait Sandra. « C'est Elena la star ici, pas toi. » Même au plus fort des mauvais traitements qu'elle subissait, Déborah priait quotidiennement pour la sécurité d'Elena au travail. Elle espérait qu'Elena gagnerait en maturité et apprendrait peut-être même l'humilité. Mais c'est l'inverse qui se produisit. À chaque paix et à chaque nouvelle tenue, l'arrogance d'Elena grandissait. Elle devint plus condescendante, plus dédaigneuse et plus obsédée par le fantasme d'un mariage riche. Elle croyait que ce travail était la voie vers un mari milliardaire, et elle ne se contenterait de rien de moins. Déborah, quant à elle, restait dans l'ombre, inaperçue mais observatrice, inconsciente que le destin allait tout faire basculer en sa faveur. À mesure que Déborah grandissait et devenait une jeune femme radieuse, sa beauté naturelle et sa douceur commençaient à attirer l'attention, aux grandes dames de Sandra. Des prétendants, souvent riches et bien élevés, passaient à la maison à sa recherche. Ils venaient avec des cadeaux, vêtus de beaux vêtements et s'adressaient à elle avec dignité. Mais avant même qu'ils aient pu passer les présentations, Sandra fonçait hors de la maison comme un taureau déchaîné, les réprimandant et les humiliant. « Vous êtes aveugle » hurlait-elle. « Vous êtes venu pour la mauvaise fille. Vous ne voyez pas ma fille Elena? Que trouvez-vous à cette sale orpheline ?» Choqués et embarrassés, la plupart des hommes s'excusaient rapidement et partaient.
D'autres tentaient d'expliquer que c'était la personnalité de Déborah qui les attirait, et non son statut. Cela ne faisait qu'exaspérer Sandra. Elena, en revanche, recevait aussi son lot de visiteurs, mais il s'agissait généralement de jeunes hommes en difficulté. Des mécaniciens en herbe, des banquiers débutants, des entrepreneurs en herbe, des jeunes hommes pleins de rêves mais sans fortune. Chaque fois qu'un d'entre eux arrivait, Elena les congédiait d'un sourire moqueur. « Tu crois pouvoir épouser quelqu'un comme moi avec tes 2 chemises et une seule paire de chaussures, disait-elle, jetant souvent devant eux les cadeaux qu'il apportait. Sandra la soutenait à chaque fois. « Ne t'approche pas de ma fille si ton compte en banque ne parle pas assez fort, l'avertit-elle. » Ensemble, elles bâtirent une forteresse d'arrogance, transformant leur maison en un lieu de rejet pour quiconque ne possédait pas de richesses évidentes. Cette routine a perduré pendant des mois. Déborah a vu des hommes sincères s'en aller, honteux, tandis que sa cousine restait célibataire, se plaignant constamment de ne pas trouver d'homme. Elle a même tenté de demander à Sandra pourquoi elle rejetait ses prétendants alors qu'elle-même était sans emploi et célibataire. Cela lui valut une gifle et un avertissement sévère de ne jamais parler de sujets qui dépassent son statut. « Tu crois pouvoir épouser un homme riche alors qu'Elena est encore dans cette maison » s'exclama Sandra. « Sur mon cadavre. » Déborah pleura en silence cette nuit-là. Elle ne voulait pas de luxe. Elle voulait seulement de l'amour. Mais Sandra lui avait clairement fait comprendre que l'amour ne faisait pas partie de son destin. Finalement, la nouvelle se répandit en ville. Les gens commencèrent à dire qu'il était inutile de tenter d'obtenir la main de Déborah, car sa tante ne le permettrait jamais. Certains crurent même qu'elle souffrait d'un problème spirituel, peut-être d'une malédiction, puisque tous les prétendants disparaissaient mystérieusement. Sandra encourageait les rumeurs. « Elle n'a pas de chance », disait-elle avec une fausse pitié. « C'est pour ça que je la garde près de moi, pour qu'elle ne détruise pas la vie des autres. » Mais ce que Sandra ignorait, c'est que tous ces stratagèmes, son orgueil et ses manipulations créaient la tempête parfaite qui allait bientôt anéantir tout ce qu'elle croyait en matière de statut et de contrôle. Et au cœur de cette tempête se trouverait la fille qu'elle méprisait. Chez Sandra, les journées suivaient toujours le même schéma cruel. Déborah se réveillait avant l'aube, balayait la cour, faisait bouillir de l'eau, préparait le petit déjeuner et rangeait après tout le monde avant même de prendre une gorgée de thé. C'était devenu son rythme, une danse mêlant devoir et silence. Mais un matin, alors qu'elle frottait la véranda à genoux, son vieux peignoir noué autour de la poitrine, Elena sortit, vêtue d'une combinaison d'un vert éclatant, ses nouvelles sandales compensées claquant avec assurance sur le carrelage. Elle se tenait au-dessus de Déborah, les bras croisés, un sourire malicieux aux lèvres. « Regarde-toi, ricana Elena. » Toujours rampant comme un rat, Déborah ne répondit pas, les yeux rivés sur le seau d'eau savonneuse devant elle. Mais Elena n'avait pas fini. Elle se pencha, son parfum enivrant, et ajouta, « Tu devrais être reconnaissante, tu sais. Au moins, tu es utile pour récurer les sols. Parce que visiblement, aucun homme ne veut de toi. » Déborah essaya de garder son calme, frottant plus fort pour couvrir ses paroles, mais Elena la tournoyait comme un faucon. « Tu sais, c'est drôle, continua-t-elle, c'est toi qu'ils viennent sans cesse réclamer. Franchement, qu'est-ce que ces hommes voient ?» Elle claqua la langue et gloussa. « Peut-être qu'ils te prennent pour une mystérieuse fille d'église avec un héritage caché. » Elena enjamba le seau et jeta délibérément le chiffon que Déborah utilisait par terre. « C'est vraiment gênant. Maman doit les chasser à chaque fois. Tu sais comme c'est gênant? Pour moi? » Déborah resta assise, sans rien dire. Elle s'était habituée à ça, aux pics et aux ricanements incessants d'Elena, toujours à la recherche d'un moyen de la rabaisser. Mais ces mots n'en étaient pas moins blessants. Plus tard dans l'après-midi, tandis que Déborah étendait du linge fraîchement lavé, Elena l'appela dans le salon. Sandra était partie au marché et Elena, laissée sans surveillance, décida que c'était le moment idéal pour une nouvelle humiliation. « Viens ici », ordonna-t-elle. Déborah obéit. Elena lui lança une robe, une de ses vieilles robes déchirées. « Essaie-le », dit-elle d'un ton moqueur. Déborah le fixa, perplexe. « Je suis sérieuse », ajouta Elena. « Voyons si tu arrives au moins à être présentable pour une fois. Peut-être que si on t'habille et qu'on bourre ton soutien-gorge, un de ces prétendants aveugles t'épousera. » Déborah secoua la tête et tenta de s'éloigner, mais Elena la saisit par le bras. « Oh non, tu ne le feras pas. Tu es la charité de cette maison. Tu suis les règles. » Déborah libéra son bras et recula d'une voix basse mais ferme.
Je ne suis pas ton jouet, Helena. L'espace d'un instant, Helena parut stupéfaite. Puis ses yeux se plissèrent. Alors fais comme si tu étais reconnaissante, cracha-t-elle, et elle s'éloigna en trombe. Ce soir-là, Déborah était assise sur son matelas dans un coin de sa chambre exiguë, sa robe déchirée toujours à côté d'elle. Sa poitrine lui faisait mal, non seulement à cause des maux, mais aussi à cause de la honte qu'il lui causait. Elle n'était pas jalouse d'Helena. En vérité, elle priait souvent pour sa cousine, espérant trouver la paix au-delà du maquillage et de l'attention. Mais ce qui faisait le plus mal, c'était que malgré tous les efforts de Déborah, malgré son calme, Helena se donnait toujours pour mission de lui rappeler qu'elle n'était pas à sa place. Pourtant, même dans la douleur silencieuse de l'isolement, Déborah murmurait une prière, « Seigneur, que mon cœur reste doux. Ne me laisse pas devenir comme eux. » Et dans ce murmure brisé résidait une force qu'aucune insulte ne pouvait briser. Timothy était un homme d'une profondeur tranquille, façonné davantage par les difficultés que par les privilèges. Son enfance avait été tout sauf facile. Élevé dans la banlieue poussiéreuse d'une ville oubliée, il a grandi en connaissant la douleur aiguë de la faim et la souffrance d'être ignoré. Ses parents, de modestes commerçants qui gagnaient à peine de quoi survivre, lui avaient appris l'importance de la résilience avant même qu'il n'apprenne à écrire son propre nom. Timothy se souvenait d'avoir porté des chaussures trouées aux semelles, d'avoir parcouru de longues distances à pied pour aller à l'école l'estomac vide, sans jamais laisser les circonstances influencer ses rêves. Déjà enfant, il y avait dans son regard une certaine vivacité, une lueur de détermination silencieuse qui le distinguait de ses pairs. Là où d'autres voyaient des obstacles, Timothy trouvait toujours des tremplins. Il n'était pas du genre bruyant et tapageur, attirant facilement l'attention. Au contraire, Timothy possédait un rare mélange d'autorité calme et d'humilité, celui qui imposait le respect sans un seul mot. Sa voix était grave mais mesurée, ses mouvements calculés mais aisés, et sa présence magnétique sans être envahissante. Il avait ce genre de sourire rarement spontané, mais qui, lorsqu'il l'était, transformait son visage et inspirait confiance en ses possibilités. Pourtant, sous cette force tranquille se cachait un cœur farouchement protégé. La vie avait appris à Timothy à ne pas faire confiance facilement, à ne pas laisser ses émotions se retourner contre lui. C'était un homme qui aimait profondément mais sagement, qui donnait avec parcimonie jusqu'à ce que quelqu'un prouve qu'il méritait une place dans son monde. Malgré tout ce qu'il avait accompli dans sa vie, Timothy restait un homme remarquablement simple d'esprit. Il n'avait pas envie du faste et du glamour que recherchaient tant de jeunes hommes fortunés. Fêtes fastueuses, costumes de créateurs, voitures de luxe, rien de tout cela ne le touchait vraiment. Sa joie prenait racine dans l'authenticité, les conversations franches, les rires sincères et un bon livre sous un arbre tranquille. Là où d'autres cherchaient la reconnaissance auprès des abonnés sur les réseaux sociaux et des gros titres, Timothy trouvait satisfaction dans les victoires silencieuses et les moments marquants de sa vie privée. Pour beaucoup, qui ne le connaissaient pas, il était un mystère, une énigme qui marchait parmi les rois mais se comportait comme un humble fermier. Mais pour les rares personnes qui parvenaient à en déceler les tenants et aboutissants, Timothy était un homme bâti sur l'intégrité, la loyauté et un profond désir d'un amour qui ne soit pas ancré dans la richesse ou le statut social. Au fond, Timothy croyait que la véritable richesse ne se mesurait pas au chiffre d'un compte en banque, mais à la sincérité des relations nouées et à la paix intérieure. Il s'était toujours promis que s'il devait un jour se marier, ce serait avec une femme qu'il aimerait pour ce qu'il était, et non pour ce qu'il possédait. Ce vœu tacite influença une grande partie de ses choix et le rendit méfiant envers les femmes qui l'entouraient comme des papillons attirés par la flamme. Il avait vu nombre de ses amis fortunés succomber à la beauté de leur visage, et il se jura de ne pas être parmi eux. Timothy ne recherchait pas la perfection. Il recherchait la pureté, la bonté, un amour exempt de toute cupidité. Ce qu'il ignorait encore, c'est que le destin, avec ses chemins étranges et tortueux, allait le mener exactement là où son cœur aspirait. C'était un jeudi après-midi ordinaire lorsque Timothy, accablé par de longues réunions et une paperasse interminable, décida de sortir de sa suite privée et de se dégourdir les jambes dans les étages inférieurs de son entreprise. Il préférait souvent se promener seul, vêtu simplement d'une chemise unie et d'un jean usé, se fondant dans la foule sans se faire remarquer. C'est au cours de cette promenade imprévue, alors qu'il déambulait devant le hall d'accueil animé, que son regard se posa sur elle. Près du comptoir d'accueil se tenait, confiante, une jeune femme dont la présence semblait attirer l'attention sans même y penser. Elle portait une tenue élégante qui moulait sa silhouette, et sa posture suggérait quelqu'un qui croyait que le monde lui devait l'admiration. Pendant quelques secondes, Timothy ralentit le pas, son regard s'attardant sur elle sans qu'elle le sache. La femme riait,
rejetant ses cheveux en arrière, tout en discutant avec animation avec quelques collègues. Son maquillage était impeccable, ses vêtements étaient visiblement coûteux, et l'air qui l'entourait respirait l'assurance. Timothy l'observait de loin, partiellement caché par l'angle d'un mur, sans se faire remarquer. Ce n'était pas qu'il fût captivé par sa beauté, bien qu'elle fût indéniablement saisissante, mais c'était la force de son audace qui le fit s'arrêter. Elle se détachait dans la marée d'employés comme un joyau parmi les pierres, mais il y avait une certaine acuité dans son attitude, une performance délibérée dans son maintien, comme si elle avait l'habitude d'être le centre de chaque pièce où elle entrait. Timothy resta immobile, observant en silence, sans s'approcher, sans révéler sa présence. Un instant, il hésita s'il devait poursuivre sa promenade ou s'attarder davantage. La scène qui se déroulait devant lui était presque amusante, la façon dont les hommes s'accrochaient à ses moindres paroles, la façon dont elle savourait leur attention comme si c'était son droit de naissance. Pourtant, Timothy ne ressentait aucune envie de s'approcher. Il y avait une distance entre eux, une distance qui ne se mesurait pas en pieds, mais en monde. Elle était absorbée par elle-même, par son public et par l'admiration qui l'entourait. Sans qu'elle s'en aperçoive, Timothy se tenait simplement là, les mains dans les poches, tel un observateur invisible observant une femme qui, dans son esprit, se croyait probablement destinée aux plus hautes sphères de la vie. Au bout de quelques minutes, Timothy se détourna, le coin de sa bouche s'étirant en un petit sourire indéchiffrable. Il en avait assez vu pour l'instant. Son cœur ne battait ni d'excitation ni de déception. Ce n'était qu'un instant, une observation, rien de plus. Il enfouit ce bref souvenir dans un coin de son esprit tout en poursuivant sa promenade dans le bâtiment. Aucun plan, aucune intention, aucun projet n'était encore en gestation. À cet instant, elle n'était qu'une femme qu'il avait croisée, rien de plus qu'un bref éclair à la surface d'une journée qu'il oublierait bientôt, du moins le pensait-il. Les jours se transformèrent en semaines, mais l'image d'Helena restait gravée dans l'esprit de Timothy, persistant d'une manière qu'il n'avait pas anticipée. Il se surprenait à penser à elle, non pas à ses vêtements coûteux ni à son air assuré, mais à quelque chose de plus profond qu'il croyait entrevoir sous la surface, aussi ténue fût-elle. Timothy n'était pas homme à se laisser facilement influencer par les apparences. Au fil des ans, il avait rencontré d'innombrables femmes magnifiques, beaucoup plus raffinées qu'Helena, mais aucune n'avait autant éveillé sa curiosité. Son audace, sa façon assumée d'exiger l'attention, le fascinait. Il commença à remarquer les petits détails, sa façon de sourire seulement lorsqu'elle était certaine d'être observée, ses tapotements de pieds impatients quand les choses n'allaient pas assez vite, son charme expert envers ses supérieurs. C'était téméraire, c'était cru, et d'une manière ou d'une autre, contre son gré, Timothy se sentit attiré par elle. L'idée que lui, un milliardaire connu pour son esprit calculateur et sa retenue émotionnelle, puisse être captivé par une femme à qui il n'avait même pas parlé l'amusa d'abord. Mais cet amusement se transforma rapidement en une intrigue plus profonde. Il se demandait à quoi elle ressemblait loin du regard des admirateurs, quand personne ne la regardait, quand ses vêtements de luxe étaient mis de côté. Riait-elle différemment lorsqu'elle était seule? Avait-elle parfois des moments de véritable vulnérabilité derrière cette armure polie? Timothy se surprit à vouloir le savoir. Ce n'était pas seulement une attirance physique, c'était un désir de comprendre la personne cachée sous cette apparence brillante. Et ainsi, lentement et silencieusement, une émotion qu'il n'avait pas ressentie depuis des années commença à prendre racine en lui, quelque chose de dangereusement proche de l'amour. Le soir, en examinant des contrats ou en assistant à des réunions d'affaires, Timothy repensait à elle sans autorisation. Il imaginait des scénarios, la croiser par hasard dans un café, échanger des banalités, voir si sa confiance en elle survivrait à un environnement où personne ne la regarderait. Il sourit à cette pensée, puis fronça les sourcils, se reprochant de s'abandonner à de tels fantasmes. Cela ne lui ressemblait pas. L'amour, selon son expérience, était un handicap, une émotion facilement exploitée par la mauvaise personne. Mais malgré tous ses sermons, malgré toute la logique qu'il employait, l'attraction persistait. C'était comme une mélodie qui résonnait faiblement en arrière-plan de son esprit, trop lointaine pour qu'on puisse la chanter, mais trop persistante pour l'ignorer. Qu'il le veuille ou non, Helena avait capté en lui quelque chose qu'il ne pouvait expliquer. Et pourtant, même si ce sentiment grandissait, Timothy comprit que s'il voulait vraiment la connaître, il ne pourrait pas l'aborder tel qu'il était. Sa richesse obscurcirait tout, transformant les interactions en performances. Comment pourrait-il être sûr que son intérêt se portait sur l'homme ou sur l'argent? Cette pensée le fit hocher la tête, bouleversant le calme de sa vie. Pour quelqu'un comme Timothy, la confiance était primordiale,
et il savait que la confiance ne s'achetait jamais. Il avait besoin d'être certain. C'est ainsi qu'une idée audacieuse et originale a germé dans son esprit, une idée qui allait changer leur vie à jamais. L'image d'Helena persistait obstinément dans l'esprit de Timothy, refusant de s'effacer malgré tous ses efforts pour se plonger dans le travail. Il se retrouvait distrait pendant les réunions, sa concentration habituellement brouillée par des pensées fugaces concernant cette femme dont il ignorait encore le nom. Tard un soir, alors que la plupart des employés étaient rentrés chez eux et que les toits de la ville scintillaient sous un ciel qui s'assombrissait, Timothy était assis seul dans son vaste bureau silencieux. Le fauteuil en cuir craqua tandis qu'il se laissait aller en arrière, tapotant légèrement du doigt le bureau en acajou poli. Après avoir lutté avec ses pensées pendant ce qui lui sembla une éternité, il prit enfin une décision. Il avait besoin d'en savoir plus sur elle, qui elle était, d'où elle venait, quel genre de vie elle menait. Non pas pour agir immédiatement, mais simplement pour satisfaire cette curiosité tenace qui s'était enracinée en lui. Il appuya sur un bouton de l'interphone, appelant Vincent, son assistant personnel le plus fidèle. Quelques instants plus tard, Vincent apparut, arborant son air habituel d'efficacité tranquille. Timothy n'y est pas allé par 4 chemins. D'une voix basse mais ferme, il a donné une instruction simple, se renseigner sur un employé en particulier. Il a brièvement décrit Helena, son apparence physique, le service où elle travaillait, les tâches qu'elle occupait. Les paroles de Timothy étaient mesurées, veillant à ne pas révéler l'intérêt qu'il lui portait. Vincent, perspicace comme toujours, haussa légèrement un sourcil mais ne dit rien. Son professionnalisme était l'une des nombreuses raisons pour lesquelles Timothy lui faisait une confiance aveugle. Sans poser de questions inutiles, Vincent hocha la tête et lui assura qu'il gérerait la situation discrètement. Timothy regarda Vincent quitter le bureau, ses pas légers sur le sol en marbre. Une partie de lui se sentait mal à l'aise face à la décision qu'il venait de prendre. C'était un homme réservé, attaché au respect et aux limites. S'enquérir de la vie de quelqu'un à son insu n'était pas une chose qu'il faisait à la légère. Pourtant, dans ce cas précis, il s'en justifiait. Il ne cherchait pas à lui faire du mal, il voulait juste des éclaircissements. Les enjeux étaient trop importants pour se fier uniquement à ses impressions. Il devait en être sûr avant même d'envisager de faire un pas de plus. Après tout, les apparences peuvent être trompeuses, et Timothy savait mieux que quiconque que les façades les plus brillantes cachent souvent les vérités les plus sombres. Resté seul dans le silence de son bureau, Timothy se laissa aller en arrière, contemplant le ciel nocturne. Quelque part, Helena vivait sa vie, inconsciente d'avoir capté l'attention d'un homme qu'elle n'avait même pas rencontré. Il se dit qu'il serait patient. Pas de jugement hâtif. Pas de gestes imprudents. Pour l'instant, il allait attendre que Vincent revienne avec ce qu'il pourrait découvrir. Timothy croisa les mains derrière la tête et ferma brièvement les yeux. La curiosité avait ouvert une porte qu'il n'avait pas prévu d'approcher, et maintenant qu'elle était ouverte, il n'avait d'autre choix que de la franchir. Lentement, prudemment, et avec toute la prudence d'un homme qui savait qu'un faux pas pouvait lui coûter plus que ce qu'il était prêt à perdre. La nuit était inhabituellement calme, à l'exception du léger tic-tac de l'horloge antique accrochée dans le bureau de Timothy. Il était assis seul, ses pensées tourbillonnant comme une tempête qu'il ne pouvait distancer. Il avait donné pour instruction à Vincent de recueillir des informations sur Helena, mais au fond, Timothy savait déjà ce qu'il voulait faire. Son cœur s'était emballé, élaborant un plan si audacieux, si peu conventionnel, que même lui s'émerveillait de sa propre audace. S'il voulait vraiment trouver l'amour sans être rongé par une ambition dévoreuse d'or, il devait effacer tout ce qui, en lui, reflétait la richesse et le succès. Il n'y avait pas d'autre solution. Il lui faudrait descendre de sa tour de marbre et cheminer parmi les hommes ordinaires, non pas comme un prince déguisé, mais comme un mendiant dont personne n'envierait la faiblesse. Alors seulement, il pourrait savoir si l'affection qu'on lui témoignait était sincère. Pendant des heures, Timothy resta assis à son bureau, esquissant l'ébauche de sa transformation. Il ne pouvait pas se contenter de faire semblant d'être un homme ordinaire, cela ne suffirait pas à démanteler les murs de faux-semblants que les gens érigent souvent lorsqu'ils soupçonnent des richesses cachées. Non, il devait descendre plus bas, plus profondément, là où l'orgueil et l'ego empêcheraient la plupart des opportunistes de s'aventurer. Il décida de se présenter comme un homme infirme, dépendant d'un fauteuil roulant, luttant pour sa survie. C'était dur, presque cruel, mais Timothy comprenait trop bien la nature humaine. La pitié ne pouvait pas simuler l'amour, et quiconque était dégoûté par la faiblesse ne la cacherait jamais bien longtemps. Son choix de déguisement a dû mettre à l'épreuve non seulement la vanité d'Helena, mais aussi son cœur. Au cours des jours suivants,
Timothy s'est préparé méticuleusement. Il a bénéficié de l'aide d'un vieil ami, spécialiste en prothèses et en rééducation, pour apprendre à se déplacer naturellement en fauteuil roulant. Timothy s'entraînait sans relâche, parcourant en fauteuil roulant de longs couloirs, descendant des trottoirs en pente, même sur des terrains accidentés, perfectionnant chaque faux pas et chaque mouvement hésitant. Il troquait ses beaux costumes italiens contre des vêtements d'occasion, des chemises délavées, des jeans usés et des baskets éraflées qui avaient connu des décennies meilleures. Sa barbe, autrefois soigneusement taillée, était laissée à l'abandon, et il évitait les coupes de cheveux jusqu'à ce que son reflet dans le miroir devienne celui d'un homme malmené et oublié. Même son téléphone fut remplacé par un modèle fissuré et obsolète. Tout signe visible de richesse fut effacé jusqu'à ce qu'il ne reste plus qu'une coquille vide et brisée, incapable de faire tourner les têtes des avides. Une fois convaincu que l'illusion était complète, Timothy commença à élaborer une stratégie pour rencontrer Elena hors des murs de son entreprise, là où aucune relation ne pourrait le démasquer. Grâce à des questions discrètes et aux bribes d'informations recueillies plus tôt, Vincent apprit qu'Elena vivait dans un quartier bourgeois, non loin de la périphérie industrielle de la ville. C'était parfait, suffisamment fréquenté pour qu'un inconnu ne se fasse pas remarquer, mais suffisamment familier pour qu'elle s'y sente à l'aise. Timothy comptait la croiser par hasard, peut-être en proie à un fauteuil roulant coincé près de sa rue, lui donnant ainsi toutes les chances de le remarquer, ou de l'ignorer. Tandis qu'il finalisait chaque détail, Timothy ressentait un étrange mélange d'excitation et de peur. Il s'aventurait en territoire inconnu, mettant sa fierté, sa dignité et son cœur en jeu. Mais au fond de lui, il croyait que cela en valait la peine. Après tout, quelle était la valeur d'un royaume s'il ne trouvait pas de reine capable de l'aimer sans couronne? Le soleil commençait à peine à se coucher que Timothy arriva dans la rue où habitait Elena. Vêtu de son déguisement, affalé dans un fauteuil roulant cabossé, il ne ressemblait en rien au milliardaire soigné qu'il était réellement. Ses vêtements pendaient maladroitement, ses cheveux étaient en bataille et ses chaussures déchirées et couvertes de boue. Il descendit maladroitement le sentier poussiéreux, se débattant intentionnellement près de l'entrée de leur propriété. Son plan était simple, paraître impuissant, avoir besoin d'un peu de gentillesse, et observer la réaction de la femme dont il était tombé amoureux. Mais dès qu'il fut suffisamment près du portail, le désastre frappa. Elena sortit de l'enceinte, vêtue d'une robe de soie, une serviette enroulée autour de sa tête comme une couronne. Lorsqu'elle le vit, son nez se plissa instantanément de dégoût. « Que fais-tu ici » s'exclama-t-elle en reculant d'un pas méprisant, comme si sa seule présence contaminait son espace. Timothy ouvrit la bouche pour parler, mais elle le coupa. « On ne fait pas la charité ici, s'il te plaît, porte ton fauteuil roulant et mendie ailleurs. » Avant qu'il puisse s'expliquer ou même demander un verre d'eau, Sandra surgit de derrière Elena, pieds nus mais pleine de fureur. « Qui a laissé cette chose entrer dans mon domaine » rugit-elle en frappant des mains, feignant la provocation. « Dieu nous préserve de ce genre de choses. » Alors, c'est ça que les gens pensent que nous méritons maintenant. Des mendiants estropiés. Timothy resta silencieux, essayant de ne pas réagir tandis que le venin jaillissait de leur bouche. Sandra attrapa un seau d'eau de lessive et, sans hésiter, le lui jeta dessus. L'eau froide arrosa ses vêtements, le trempant complètement, et l'eau savonneuse lui coula dans les yeux tandis qu'Elena éclatait de rire. « Tu crois que quelqu'un comme moi regarderait quelqu'un comme toi » cracha Elena. « Vous avez eu de la chance que nous n'ayons pas appelé la police. » Timothy a tenté de s'excuser, continuant à jouer son rôle, mais les insultes ont continué. Les voisins ont jeté un coup d'œil derrière les rideaux, observant la scène avec pitié et amusement. Sandra se tenait droite, les mains sur les hanches, fière de sa cruauté. « Partez d'ici maintenant avant que je fasse quelque chose que vous regretterez, » cria-t-elle, puis elle retourna dans la maison en marmonnant des jurons. Timothy recula lentement, le cœur battant, non pas à cause de l'humiliation, mais de la lucidité qu'il venait d'acquérir. Il avait perçu la vérité de leur cœur, et elle était plus laide qu'il ne l'imaginait. Elena n'avait pas seulement raté l'examen, elle l'avait brisé. Mais alors qu'il tournait au coin de la rue, une voix douce l'appela derrière lui. « Monsieur, ça va » demanda doucement la voix. C'était Déborah. Déborah avait observé toute la scène de loin, figée derrière un rideau. Son cœur battait la chamade, mêlé de honte et d'horreur face à ce que sa tante et sa cousine venaient de faire. Elle avait vu bien des choses dans cette maison, des paroles cruelles, des insultes, du favoritisme, mais ça? C'était le pire. Un homme, infirme, impuissant, trempé dans l'eau savonneuse, moqué et trempé comme un déchet. Elle eut du mal à se retenir, mais dès que Sandra et Elena disparurent à l'intérieur,
elle sortit prudemment. Ses jambes tremblaient légèrement tandis qu'elle s'avançait vers l'homme en fauteuil roulant. Il paraissait si brisé, et pourtant étrangement serein. Ses yeux étaient rouges, pas seulement à cause de l'eau savonneuse, mais à cause de quelque chose de plus profond. La douleur. « Tu vas bien ?» demanda-t-elle doucement en s'agenouillant pour bien voir son visage. Timothy leva les yeux, surpris par sa présence. Elle était la seule à ne pas avoir parlé pendant toute la durée de l'agression. Sa voix était douce, son regard empli d'inquiétude. C'était une expression qu'il n'avait pas vue de la journée, la décence humaine. Il hocha lentement la tête, clignant des yeux pour chasser la douleur qui lui brûlait les yeux. « Je vais bien » murmura-t-il d'une voix rauque. « Tu ne le es pas » répondit Déborah en se relevant et en regardant autour d'elle. « Viens. Tu ne peux pas rester comme ça. Ma tante. » Elle est allée trop loin. Sans attendre sa réponse, elle a doucement touché l'arrière de son fauteuil roulant et a commencé à le pousser sur la route. Timothy voulut protester, mais quelque chose dans son ton le fit taire. Elle ne faisait pas ça pour prouver quoi que ce soit. Elle ne cherchait ni louange ni reconnaissance. Elle aidait simplement parce qu'elle se souciait de lui. Ils marchèrent en silence un moment jusqu'à ce qu'ils atteignent un petit hangar abandonné près de la sortie de la ville. Déborah déverrouilla le cadenas et l'aida à entrer en fauteuil roulant. « Je fais le ménage ici parfois, dit-elle. Personne ne vient ici. Tu peux rester jusqu'à ce que tu sois sèche. » Elle lui offrit une serviette dans un sac en plastique qu'elle gardait pour les chiffons de nettoyage et lui apporta même une bouteille d'eau. Timothy la regarda se déplacer dans le hangar, stupéfait. Elle n'était pas riche. Elle ne portait rien d'extraordinaire. Sa robe était délavée, ses pantoufles usées, mais son esprit était riche, débordant de grâce et de dignité. En se séchant, il se sentait plus visible dans ce hangar poussiéreux que jamais dans les salles de réunion ou les bureaux de direction. Il réalisa quelque chose de frappant. Il était venu chercher la vérité sur Helena, mais il venait de trouver quelqu'un de bien plus précieux. Déborah ne lui demanda pas son nom, ni ne s'enquit de son passé. Elle lui apporta simplement un plat chaud des restes du dîner et s'assit tranquillement à côté de lui. « On n'a peut-être pas grand-chose, dit-elle à un moment, mais on se doit de la gentillesse. » Timothy se retourna et la regarda. À cet instant, son plan changea. Il n'avait pas seulement découvert qu'Helena était indigne, il avait découvert quelque chose de bien plus grand, Déborah. Et ce qu'il ressentait pour elle à cet instant n'était pas de la curiosité. C'était la première lueur d'amour. Lorsque Déborah rentra chez elle le lendemain matin, fatiguée et encore bouleversée par les événements de la veille, elle espérait pouvoir se glisser dans la maison sans se faire remarquer. Elle ouvrit discrètement la porte d'entrée et entra sur la pointe des pieds, mais Sandra l'attendait déjà dans le salon, les bras croisés, les lèvres pincées, le regard flamboyant. Dès que Sandra l'aperçut, elle bondit du canapé. « Tu as le courage de revenir ici après ce que tu as fait hier » hurla-t-elle, surprenant Déborah, qui eut à peine l'énergie de répondre. « Tu suivis l'homme infirme comme un mendiant désespéré. N'as-tu pas honte ?» Helena apparut quelques instants plus tard, bâillant dramatiquement, une robe de soie la couvrant à peine. « Maman, s'il te plaît, jette-la dehors. » « Je ne peux pas partager une maison avec quelqu'un qui fréquente les ordures, » marmonna-t-elle en levant les yeux au ciel. Déborah ouvrit la bouche pour s'expliquer, pour se défendre, mais Sandra la coupa sèchement. « Tu te crois meilleur que nous ? Parce que tu as nourri un homme sale et essuyé ses larmes, » cracha-t-elle. « Tu as toujours été ingrate. Tu as vécu sous mon toit toutes ces années, tu as mangé ma nourriture, tu as porté les vêtements que je t'ai donnés, et c'est comme ça que tu me remercies ? » Ces mots transpercèrent comme des flèches empoisonnées. « Puisque tu aimes tant les hommes infirmes, va vivre avec lui » cria-t-elle en jetant un petit sac en nylon contenant les vêtements de Déborah sur le porche poussiéreux. « Va lui témoigner la même pitié que tu lui as témoigné hier. Mais ne remets plus jamais les pieds ici. Tu m'entends ? Jamais. » Sa voix était cinglante lorsqu'elle claqua la porte derrière Déborah. Déborah resta figée sur place, les yeux embués de larmes. Elle n'aurait jamais imaginé que sa gentillesse provoquerait une telle colère, mais lorsque le sac atterrit à ses pieds et que la porte se referma derrière elle, une étrange paix s'installa dans son cœur. Elle ramassa lentement le sac, prit une profonde inspiration et se détourna de la maison qu'elle n'avait jamais vraiment considérée comme son foyer. Si sa compassion la rendait indigne de rester sous ce toit, alors peut-être n'avait-elle rien à faire là. Elle retourna vers la sortie de la ville d'un pas lourd, mais la conscience tranquille.
Lorsqu'elle atteignit le hangar où Timothy avait dormi, elle le trouva assis dehors, à regarder le lever du soleil. Il leva les yeux et la vit, le sac à la main. Sans poser de questions, il tendit la main et le lui prit. « Tu peux rester » dit doucement Timothy en s'écartant pour qu'elle puisse entrer. Déborah acquiesça silencieusement. « Ils m'ont mise dehors » murmura-t-elle en essayant de sourire à travers ses larmes. Timothy la regarda simplement un long moment avant de reprendre la parole. « Alors c'est peut-être ici que tu es censé être, dit-il. Et malgré la douceur de son ton, son cœur battait la chamade. Elle n'était pas venue par pitié. Elle était venue parce qu'elle n'avait nulle part ailleurs, et d'une certaine manière, cela rendait sa présence encore plus significative. Ce soir-là, alors qu'ils partageaient un humble repas, aucun d'eux ne savait que leur vie venait de basculer à jamais. Les semaines passèrent, et ce qui avait commencé comme un moment de douleur partagée se transforma peu à peu en quelque chose que ni Timothy ni Déborah n'avaient anticipé. Ils vécurent modestement, Timothy ne révélant jamais qui il était vraiment. Déborah nettoyait le petit hangar, préparait les repas avec le peu qu'ils avaient et commença même à vendre des chips de plantain au carrefour pour subvenir à leurs besoins. Timothy l'observait chaque jour, étonné par son altruisme. Elle ne se plaignait jamais, n'en demandait jamais plus. Au lieu de cela, elle priait, souriait et le traitait avec un respect indéfectible, même si elle pensait qu'il n'avait rien. Elle époussetait ses épaules, ajustait sa couverture le soir et riait à ses blagues, même quand il ne cherchait pas à être drôle. Un soir, alors qu'une légère pluie tombait dehors, Timothy se tourna vers elle. « Épouse-moi, dit-il soudain. » Déborah, prise au dépourvu, le fixa avec de grands yeux. « Tu es sérieux » demanda-t-elle, incertaine s'il le pensait vraiment ou s'il était simplement gentil. Timothy hocha la tête, le regard sincère. « Tu m'as témoigné plus d'amour ces dernières semaines que quiconque dans toute ma vie, dit-il. Tu mérites mieux que ça, mais si tu m'acceptes, je te promets de ne plus jamais te sentir indésirable. » Le cœur de Déborah se serra. Elle n'aurait jamais imaginé qu'un homme, handicapé ou non, la choisirait de son plein gré. Les larmes lui montèrent aux yeux, mais elle hocha la tête. « Oui, murmura-t-elle. Oui, je t'épouserai. » Ils s'embrassèrent sous le petit toit qui fuyait, deux âmes liées non par la richesse ou les apparences, mais par un amour sincère. Le lendemain, Timothy a demandé à un pasteur local de célébrer une union simple. Avec seulement 2 témoins du quartier, ils ont échangé leurs vœux devant une table en tôle rouillée. Pas de maquillage, pas de robe, pas de fanfare, juste de l'amour. Timothy lui offrit une bague qu'il prétendait avoir économisée, un simple anneau en argent que Déborah portait comme une couronne. Ils ne prirent pas de photos, ne passèrent pas de lune de miel et ne partagèrent pas de gâteau. Mais pour Déborah, ce fut le plus beau jour de sa vie. Elle était passée du statut de rejetée et de mise à la porte à celui d'élu et d'aimé. Sandra et Helena, quant à elles, ignoraient leur union. Elle supposait que Déborah avait trouvé un endroit abandonné ou squatté ou qu'elle avait mendié pour trouver une autre maison. L'idée qu'elle puisse être mariée, et encore moins aimée, ne leur avait jamais effleuré l'esprit. Ils étaient trop occupés à chercher des prétendants fortunés, à assister à des fêtes et à soigner l'image d'Helena sur les réseaux sociaux avec des photos retouchées et des bijoux empruntés. Mari et femme, Timothy et Déborah vivaient tranquillement, main dans la main, grandissant chaque jour en amour et en confiance. Bien qu'il n'ait toujours pas révélé sa véritable identité, Timothy savait que ce jour viendrait. Il voulait qu'elle connaisse une joie si pure, si ancrée dans la loyauté, que lorsque la vérité éclaterait, ce serait une célébration, pas une épreuve. Déborah lui disait souvent, « Je m'en fiche si nous restons pauvres pour toujours. Tant que je t'ai, j'ai tout. » Et chaque fois qu'elle prononçait ces mots, le cœur de Timothy s'échauffait, mais son projet de changer son monde à jamais se rapprochait. Ce matin-là, l'immeuble bourdonnait de son rythme habituel, les claviers claquaient, les téléphones sonnaient et le personnel se déplaçait rapidement d'un service à l'autre. Mais la routine fut brusquement interrompue lorsqu'un courriel officiel de la direction de l'entreprise atterrit dans la boîte de réception de chaque employé. En quelques secondes, les têtes se levèrent des bureaux. Les écrans se rafraîchirent et les conversations s'interrompirent au milieu d'une phrase tandis que je parcourais l'objet du courriel, Annual Thanksgiving Gala Official Notice, avis officiel du gala annuel de Thanksgiving, depuis le bureau du PDG. Ce n'est pas l'événement en lui-même qui a retenu l'attention. Thanksgiving était une tradition de l'entreprise depuis des années. C'est la note subtile insérée dans le 3e paragraphe qui a provoqué une onde de choc parmi le personnel. Le PDG sera présent cette année et dévoilera le nom de son partenaire de vie.
Cette simple phrase a transformé le bâtiment en un véritable nid de murmures et de regards interrogateurs. La communication interne était brève, formelle et signée directement par l'assistante de direction du PDG. Pas de photo. Pas de nom. Juste la déclaration selon laquelle, pour la première fois depuis la création de l'entreprise, l'homme derrière l'Empire non seulement assisterait au gala en personne, mais dévoilerait publiquement sa femme. Les chefs de service ont imprimé l'avis et l'ont affiché sur des tableaux en liège, tandis que le personnel se rassemblait en petits cercles pour le lire à voix haute, comme pour en vérifier l'authenticité. L'équipe marketing a immédiatement convoqué une réunion. Le service événementiel a commencé à concevoir de nouvelles décorations, et l'équipe traiteur a doublé sa commande habituelle en prévision d'une affluence plus importante. Tout le monde pressentait que le gala de cette année serait unique en son genre, avec au cœur de l'événement une femme inconnue. Les spéculations se sont répandues comme une traînée de poudre. « Pensez-vous qu'il s'agisse d'une employée de notre agence ?» chuchota une réceptionniste à un collègue. « Peut-être qu'il épouse une étrangère », a suggéré quelqu'un d'autre. Les rumeurs sont passées des fantasmes optimistes aux théories les plus folles. Le groupe de discussion de l'entreprise, généralement utilisé pour les mises à jour des services, était inondé de messages et d'émojis. Certains plaisantaient en disant qu'il valait mieux s'habiller de son mieux au cas où le PDG changerait d'avis. D'autres juraient l'avoir déjà vu déguisé et pensaient pouvoir le reconnaître s'ils le revoyaient. Le service des ressources humaines a dû envoyer une lettre de rappel rappelant au personnel de rester professionnel et de poursuivre ses activités, mais en vain. L'atmosphère était chargée d'impatience. Le mystère ne faisait que renforcer l'annonce. Au dernier étage du siège social, derrière une porte insonorisée, Timothy était assis tranquillement, observant l'effet d'entraînement de son annonce. Vincent, comme toujours, se tenait près de la fenêtre, observant les réponses qui arrivaient. Le piège est tendu, murmura Vincent avec un sourire narquois. Timothy ne répondit pas. Il tourna simplement son regard vers un petit cadre photo posé sur son bureau. Déborah souriait faiblement au bord d'une rivière du village, les yeux clos pour se protéger du soleil. Il avait patiemment attendu, planifié avec soin et construit ce moment avec une précision délibérée. Le gala ne serait pas seulement une célébration, ce serait un moment de vérité. L'air dans le hangar transformé en maison était calme ce soir-là, à l'exception du bruissement des feuilles dehors et du léger cliquetis des ustensiles tandis que Déborah lavait leurs modestes assiettes. Timothy était assis près de la porte, ses doigts caressant le bord de son fauteuil roulant, lentement, perdu dans ses pensées. Pendant des jours, il avait répété les paroles dans sa tête, choisissant soigneusement la meilleure façon d'inviter Déborah au gala de Thanksgiving de l'entreprise. Il voulait que ce soit spécial, mais aussi naturel. Déborah, toujours humble et inconsciente de sa véritable identité, ignorait totalement le monde dans lequel elle allait entrer. Il la regardait se déplacer avec grâce dans le petit espace, le visage illuminé de paix et de gratitude, et il savait qu'elle était prête, même si elle ne le savait pas encore. Déborah, commença-t-il doucement, ce qui la fit s'arrêter et jeter un coup d'œil par-dessus son épaule avec un sourire. J'ai reçu un message de mon frère. Il nous a invités à une fête de Thanksgiving qui aura lieu bientôt. C'est dans une grande salle, et ça lui ferait beaucoup de bien si on y allait. Déborah cligna des yeux. Ton frère, demanda-t-elle avec curiosité. Timothy hocha la tête. Oui. Il travaille avec des gens très importants, et je pense qu'il est temps que tu rencontres davantage de membres de ma famille. Son sourire vacilla un instant. Mais Timothy, regarde-moi. Je n'ai pas les vêtements pour ce genre d'endroit. Et si je te mets dans l'embarras ? Murmura-t-elle, ses complexes remontant à la surface. Il secoua la tête et lui prit la main. Rien en toi ne pourrait me mettre dans l'embarras. Tu étais déjà à mes côtés quand je n'avais rien. C'est ça qui compte. Elle hésita, se mordant la lèvre. Bien que Déborah fût habituée à être invisible aux yeux de la société, quelque chose dans le ton de Timothy lui donnait l'impression d'être vue. Vraiment vue. Si tu veux vraiment que j'y aille, dit-elle finalement, alors j'irai. Mais seulement pour toi. Timothy sourit, soulagé. Je m'occupe de tout, promit-il. Au cours des jours suivants, il prit discrètement des dispositions pour que Vincent se fasse livrer anonymement une robe simple mais élégante, ainsi que des chaussures et des accessoires neufs qui ne reflétaient pas la richesse, mais reflétaient une dignité discrète. Déborah les reçut les larmes aux yeux, pensant qu'il venait du frère de Timothy. Il n'était pas obligé de faire ça, murmura-t-elle. Non, répondit doucement Timothy, il l'a fait. Parce que tu mérites d'être honoré.
La veille du gala, Timothy était assis dehors, à contempler les étoiles. Déborah le rejoignit, enroulant un fin châle autour de ses épaules. « Je n'aurais jamais cru que quelqu'un comme moi serait invité dans un endroit pareil, dit-elle. Tu crois qu'ils me mépriseront ?» Timothy se tourna et la regarda dans les yeux, d'une voix calme, mais ferme. « Laisse-les regarder, dit-il. Mais ils ne verront jamais ce que je vois quand je te regarde. » Déborah sourit faiblement, la tête posée sur son épaule. Ainsi, sans connaître la vérité qui allait bientôt anéantir tout ce qu'elle croyait de son mari, elle accepta de l'accompagner vers le feu et la gloire. De retour à la maison familiale, l'annonce du gala avait déclenché un feu d'artifice de vanité. Elena se pavanait dans le salon en talons hauts, répétant comment elle marcherait, sourirait et parlerait si le regard du PDG se posait sur elle. « C'est le moment qu'on attendait, maman, dit-elle en tournoyant devant le miroir. Il va me voir et savoir immédiatement que je suis celle qu'il nous faut. » Sandra hocha la tête en signe d'approbation, rangeant les tenues nettoyées à sec et repassées. « Assurez-vous que votre peau soit éclatante, a-t-elle conseillé. On fera un soin du visage complet demain. Pas d'erreur. » Elena avait déjà engagé une maquilleuse, une coiffeuse et même emprunté une robe de créateur à une amie qui travaillait dans une boutique. Peu importait qu'elle n'en ait pas les moyens, ce qui comptait, c'était l'illusion de richesse et de classe. Dans les jours précédant l'événement, Elena transforma son apparence. Ses ongles étaient peints en or, ses lèvres d'un rouge profond. Ses pages sur les réseaux sociaux étaient agrémentées de légendes mystérieuses comme « La grandeur est en cours de chargement » et « La royauté est un état d'esprit ». Elle publiait des selfies filtrés avec des coupes de champagne et taguait des marques qu'elle ne pouvait pas s'offrir, espérant que le PDG suivrait sa page et serait intrigué. « Tout le monde va se ruer sur lui, dit-elle à sa mère, mais je serai la seule à me démarquer. » Sandra l'encouragea dans son illusion, lui assurant que l'homme à la tête de l'Empire ne pourrait résister à quelqu'un d'aussi raffiné et rayonnant que sa fille. Elles répétèrent même des réponses à des questions imaginaires que le PDG pourrait poser. « S'il vous demande de parler de vous, souriez et dites « Je suis une femme gracieuse et ambitieuse », a coaché Sandra. Ensuite, parlez de votre poste, mais ne le faites pas paraître insignifiant. Dites que vous travaillez au cœur de l'administration de l'entreprise. Elena absorbait chaque mot comme une étudiante se préparant à un examen final. Elle était convaincue que ce gala serait le tournant de sa vie. Le moment où elle laisserait enfin derrière elle la modestie de son éducation pour entrer dans la vie à laquelle elle croyait être destinée. Elle ignorait que l'homme qu'elle avait humilié dans sa propriété quelques semaines auparavant était celui-là même qu'elle complotait pour séduire. La veille de l'événement, Elena posa devant son miroir et murmura « Tu es née pour ça, Elena. Demain, ta couronne reviendra à la maison. » Son arrogance était radieuse, ses attentes incroyablement élevées. Même Sandra commençait à sentir que les choses tournaient enfin en leur faveur. Ce qu'ils ignoraient, c'est que leur passé allait ressurgir, impitoyable, en public. Ils avaient insulté l'humilité, moqué la bonté et versé de l'eau sur un roi. Maintenant, le trône qu'ils croyaient leur appartenir allait dévoiler la véritable reine et les laisser mendier devant les pieds mêmes qu'ils avaient autrefois foulés aux pieds. Le jour se leva avec un Noël dans l'air qui semblait annoncer quelque chose d'inhabituel. Partout dans la ville, les rues vibraient d'excitation tandis que les préparatifs de l'événement le plus prestigieux de l'année pour l'entreprise battaient leur plein. C'était Thanksgiving, non pas le traditionnel jour de fête en famille et autour d'une dinde, mais le gala annuel de Vincent Holdings, une grande célébration de l'excellence, de la gratitude et de l'héritage. Mais cette année, il s'agissait de bien plus qu'une simple cérémonie d'entreprise. Pour la première fois, le PDG avait annoncé qu'il assisterait en personne au gala et dévoilerait sa femme au monde entier. Cette seule déclaration avait déclenché de folles spéculations et un buzz dans toute la ville. Dans les rédactions, sur les réseaux sociaux et dans les salons de beauté, le gala était devenu le sujet de conversation principal. Dès l'aube, les décorateurs se sont précipités dans le Grand Royal Hall, le décorant de rideaux brodés d'or, de lys blanc frais, de lustres en cristal et d'une pièce maîtresse scintillante de lumières argentées et de roses en verre. Le lieu tout entier s'était transformé en un palais d'élégance. Des services traiteurs haut de gamme alignaient des plats exotiques sur les tables du banquet, les serveurs procédaient à leur dernier briefing et les agents de sécurité répétaient leurs protocoles comme s'il s'agissait d'un sommet diplomatique. Les équipes médias ont commencé à s'installer tôt, testant les micros et ajustant les trépieds. Les flashs des appareils photos se reflétaient sur le sol en marbre flamboyant de la salle, tandis que les placeurs parcouraient les tables réservées aux dignitaires, aux membres du conseil d'administration et aux invités VIP. Le compte à rebours avait commencé.
Partout en ville, on lustrait les voitures de luxe, repassait les costumes et remontait les robes de créateurs. Les tailleurs effectuaient les essayages de dernière minute, tandis que les maquilleurs allaient de maison en maison. Certains participants répétaient leur sourire et leur miroir, d'autres consultaient les dernières nouvelles en ligne. Les réseaux sociaux de l'entreprise ont annoncé l'événement avec des comptes à rebours et des phrases telles que « Ce soir, nous rencontrons la reine, et l'histoire s'écrira ». Les blogueurs de mode ont spéculé sur l'identité de cette mystérieuse femme. Des membres du personnel ont envoyé des messages groupés pour se demander si les services avaient collaboré avec elle sans le savoir. L'atmosphère était chargée d'intrigues. Personne ne voulait manquer ce qui promettait d'être une nuit de révélation. Alors que le soleil de l'après-midi commençait à décliner, les routes menant au Grand Royal Hall s'encombraient. Les chauffeurs vérifiaient les invitations et les agents de stationnement installaient des cônes pour l'arrivée des dignitaires. Tout était en place. La tension était palpable dans la ville. Ce soir-là, les yeux s'écarquilleraient, les cœurs s'emballeraient et des vies basculeraient, sans que personne ne sache à quel point. Mais pour l'instant, ce n'était que le calme avant la tempête. Le jour J était enfin arrivé. Le monde attendait. L'atmosphère du Grand Royal Hall était électrique. Tous les sièges étaient occupés, la salle scintillait comme un rêve, et l'air était imprégné de parfums, d'attentes et de rumeurs. Les photographes se déplaçaient comme des ombres entre les invités, capturant chaque instant. La scène se dressait fièrement à l'avant, drapée d'un somptueux velours, adossée à une bannière bordée d'or sur laquelle on pouvait lire « Une nuit de grâce et de gratitude ». Les invités discutaient à voix basse, attendant l'apparition solennelle du PDG. Elena était assise au premier rang, resplendissante dans sa robe dorée, un sourire suffisant aux lèvres, observant la salle telle une reine attendant son couronnement. Sa mère, Sandra, était à ses côtés, s'éventant et hochant la tête d'un air approbateur devant le nombre de têtes qui se tournaient pour admirer sa fille. Puis les lumières s'éteignirent. Un silence s'abattit sur le couloir. Le speaker est monté sur scène avec un sourire éclatant et une voix puissante. « Mesdames et messieurs, veuillez vous lever et accueillir l'homme du jour, le PDG de Vincent Holdings, Monsieur Timothy Vincent. » La salle a applaudi à tout rompre. Des exclamations de surprise parcoururent la foule lorsque Timothy sortit lentement en fauteuil roulant, vêtu d'un costume noir sur mesure qui scintillait sous les projecteurs. Il avait l'air majestueux, posé et d'une puissance indéniable. Le sourire confiant d'Elena s'estompa. Elle le fixa, les lèvres entr'ouvertes, tandis que le visage qu'elle reconnaissait se précisait peu à peu. C'était lui, l'homme sur lequel elle avait versé de l'eau, l'infirme qu'elle avait humilié devant tout le quartier. Des murmures commencèrent à s'échapper dans l'auditoire tandis que Timothy se dirigeait vers le micro. « Merci à tous d'être là ce soir », commença-t-il d'une voix grave et posée. « Pendant des années, je suis resté dans l'ombre, mais aujourd'hui, j'ai choisi d'apparaître non seulement en tant que PDG, mais aussi en tant qu'homme qui croit en la vérité, la loyauté et l'honneur. » Le silence se fit. Il tourna son regard droit vers Elena. « Il y a quelque temps, alors que je cherchais quelqu'un de digne d'amour, j'ai choisi de me déguiser. J'ai rencontré deux femmes ce jour-là. L'une m'a versé de l'eau dessus. L'autre m'a donné sa seule serviette. » Des halètements ont retenti. Elena se figea sur son siège. Ses doigts crispés sur le bord de la table. Le regard nerveux de Sandra oscillait entre Timothy et sa fille. Timothy poursuivit, « Elena Williams, dit-il fermement, tu t'es moqué de moi, tu m'as humilié et tu t'es moqué de ma douleur. Tu me considérais comme une personne sans valeur parce que j'avais l'air pauvre et infirme. J'aurais laissé tomber, mais ce que tu as montré n'était pas seulement de l'arrogance, c'était de la cruauté. » Il marqua une pause, regardant droit dans les yeux son visage baigné de larmes. « À compter de ce moment, vous êtes licencié de Vincent Holdings. Votre contrat est résilié. Agent de sécurité, veuillez l'escorter dehors. » La salle s'exclama. Elena se leva en tremblant, pleurant, les mains tendues. « S'il vous plaît, monsieur, je ne savais pas. Je suis désolé, s'il vous plaît. » Mais Timothy n'a pas bronché. La sécurité s'approcha, et la salle même qu'elle croyait être la Corona la regarda sortir honteusement. Sandra tenta de plaider à son tour, mais sa voix fut couverte par des murmures de honte et d'incrédulité. Les talons d'Elena claquèrent désespérément sur le sol en marbre poli tandis qu'elle tentait de résister aux gardes qui l'escortaient. « S'il vous plaît, je ne voulais pas. Je suis désolé, monsieur, gémit-elle. Son maquillage maculait son visage, sa robe dorée symbolisant désormais sa fierté déchue.
Elle se retourna une dernière fois tandis que Timothy observait en silence depuis la scène. La foule lui céda la place en la regardant et en murmurant. « C'est lui qui s'est moqué de lui », dit quelqu'un. Elle versa de l'eau sur le PDG. Elena s'accrocha au bord d'une table, les larmes aux yeux. Une seule chance. S'il vous plaît, ne mettez pas fin à ma carrière comme ça. Mais Timothy resta impassible. Il lui avait donné toute la corde nécessaire, et elle s'en était servie pour construire son propre avenir. Son silence était plus éloquent que 1000 mots. Les supplications d'Elena touchaient un cœur qui ne la voyait plus que comme une douloureuse leçon. Pendant ce temps, Déborah était assise en silence au bord de la salle de bal. Ses yeux étaient écarquillés par le choc, sa main pressée contre sa poitrine tandis que la vérité s'imposait. Timothy, l'homme gentil et discret à ses côtés, celui qu'elle avait réconforté, épousé et soutenu, n'était pas seulement un homme. Il était l'homme, le PDG, le milliardaire. Ses yeux se remplirent de larmes, non pas de colère ou de trahison, mais d'émerveillement et d'incrédulité. Lorsque Timothy s'est enfin retrouvé au centre de la scène, il lui a tendu la main. « Permettez-moi maintenant de vous présenter celle qui m'a vu comme un homme avant même de connaître la richesse, une femme pleine de grâce, d'humilité et d'une force incomparable. Mon épouse, Déborah Vincent. » La salle s'est écroulée d'applaudissements et d'ovations debout. Déborah se leva lentement, légèrement tremblante, en s'avançant vers la scène. Sa robe simple, autrefois négligée, brillait maintenant sous les projecteurs. Timothy se leva lentement de son fauteuil roulant, révélant qu'il pouvait marcher. Des halètements retentirent à nouveau. Les applaudissements redoublèrent. Sandra, toujours en retrait, regardait avec horreur l'orpheline qu'elle avait chassée monter sur scène aux côtés d'un homme qu'elle avait traité de bon à rien. Déborah se tenait à côté de Timothy, encore bouleversé, et il murmura « C'est toujours toi ». Elle sourit à travers ses larmes, et il lui déposa un baiser sur la main avant de se tourner à nouveau vers la foule. Elena s'affala sur un siège dans le hall, à l'extérieur, regardant le reste du gala se dérouler sur un écran, tremblante de regret. Sandra était assise à côté d'elle, muette, sa fierté brisée. « Nous nous sommes moqués du roi », murmura Elena, « et avons chassé une reine. » Mais il était trop tard. Leur arrogance leur avait tout coûté. Dans la salle, Timothy et Déborah dansaient lentement sous le lustre, sous les acclamations des invités et les flashs des appareils photo. La jeune fille autrefois rejetée était désormais la reine de la nuit, honorée, aimée et exaltée sous les yeux mêmes qui la regardaient autrefois de haut. Et l'homme qu'elle avait épousé. Il avait toujours été un roi. Elle le voyait simplement devant la couronne. Voilà, c'est la fin de l'histoire. Qu'avez-vous appris sur cette histoire? Aimez-la et abonnez-vous à notre chaîne pour découvrir d'autres histoires intéressantes. Merci de votre attention.